Charadis, une émission de Radio Zinzine réalisée en collaboration avec Ruth Stegassi. Entre le goudron, le charbon et la terre. Un entretien avec Fernand Morenas. Cet entretien fait partie d'une série d'émissions mensuelles qui portent sur l'évolution sociale et économique de notre région à travers le portrait des gens qui y sont nés ou qui y vivent depuis longtemps. Pour nos auditeurs et nos auditrices qui ne parlent pas couramment le provençal, charadis est un terme francisé dérivé du mot charadis ou au féminin charadisso. Selon le lexique provençal et des mots d'ici, cela signifie conversation animée, longue causerie ou alors entretien de plusieurs personnes. Nous avons retrouvé Fernand Morenas dans sa ferme dans le quartier de Cougouyou, à Mannes, près de Forcalquier, dans les Alpes d'Haute-Provence. Un département qu'il connaît comme sa poche, ayant travaillé de nombreuses années pour les ponts et chaussées. En même temps, Fernand Morenas a toujours travaillé ses terres et a même passé 3 ans de sa vie sous terre comme mineur de fond à la mine de charbon à Sigons. Pour commencer, il évoque son activité sur les routes du département. Eh bien oui, je suis rentré en 1947 à l'équipement. Et à ce moment-là, pour les revêtements qu'on appelait, c'est le goudronnage qu'on fait en plein sur la route. Oui, eh bien ça se faisait tout à la main. Et puis au bout de 2 ou 3 ans, donc en 1947, c'était à peu près en 50, on avait acheté un gravillonneur qu'on appelait, qu'on montait, on changeait, il restait sur place. Et on l'attelait d'un camion à l'autre. On avait 2 GMC à cette époque-là, avec un berlier. Faire les routes, votre métier, il vous plaisait ? Oui, parce qu'on était des collègues. Il fallait faire quelque chose pour gagner son beefsteak. Attention, quoi que vous fassiez, il fallait travailler. Oui, non, ça ne m'a pas déplu. Ça m'a même bien plu, je vais vous dire pourquoi. Parce que tout le 04, j'ai passé presque 2 partout. 2 partout. Mais on allait au Col de la Madeleine, on descendait le premier village en Italie, parce qu'à ce moment-là, il y avait encore la barrière, les douanes. On allait boire le pastis en Italie, avec les camions de l'équipement. Bon, mais ça faisait pas loin, en haut, nous. Putain, comment ça s'appelle le dernier pays, en haut ? Je vais vous le dire, je vais vous chercher la carte. Le plus haut village après Barcelonnette et Josier, c'est la Condamine. Et ça, c'est le dernier. Après, c'est le bois, quoi. Le bois, la colline. La colline. Et après, bon, bien sûr, vous avez le lac de la Madeleine en haut, c'est le dernier lac qu'il y a, qui est complètement au sommet. Et puis vous tombez dans l'Italie. Alors vous alliez partout, mais les gens de partout, ils vous voyaient arriver. Comment ils vous accueillaient ? Ah, bien, parce qu'ils savaient qu'on venait arranger leur route, leur chemin. Oui, on était très bien accueillis, ça c'est sûr. Mais le goudronnage, il a commencé après-guerre, alors ? Ah, non, le goudronnage se faisait beaucoup plus avant 1947, quand même. Oui, non, plutôt avant la guerre. Moi, je me souviens d'avoir vu comment, tout gosse, de voir les cantonniers traîner à la main une petite goudronneuse qui chauffait avec du bois, parce que le goudron, il fallait qu'il soit chaud, parce sinon il ne se répandait pas. C'est toujours la mode d'aujourd'hui, attention. Le goudron, il faut le chauffer, sinon c'est dur. Et bon, ce qu'on voit à présent à l'heure actuelle, vous voyez, on fait pratiquement plus de revêtements comme on faisait à cette époque-là. C'est de l'enrobé directement, c'est beaucoup plus lisse, c'est vraiment nickel. Et puis, mais c'est tellement perfectionné à présent, ils vous font des kilomètres dans la journée. Puis les camions qu'ils ont à présent, c'est presque tous que des semi-remorques, des machines de 15 ou 18 ou même 20 tonnes. À l'époque dont je parle, moi, quand on avait des camions de 10 tonnes,
Ils se comptaient, il y en avait même très peu. Si, 5 ou 6 tonnes, c'était normal. Et les routes, il y en avait beaucoup ou on en a construit beaucoup? Il y en avait exactement comme aujourd'hui, seulement ce qui s'est fait quand même beaucoup dans tous les pays, pratiquement, les chemins communaux qui se sont goudronnés à la longueur du temps. Il y a encore des chemins comme mettons ici, nous autres, les Hautes-Plaines, quand on part de la Laye. Bon, on a fait ça déjà en trois fois, mais on est à peine au bassin de Raboli. Je ne sais pas si vous voyez où c'est le bassin de Raboli. Après, quand vous montez des ibourgs, qu'on retombe sur la route qui monte aux Hautes-Plaines. Vous voyez, le chemin qui relie pratiquement Man à Aubenas ou au Revès des Brousses. Vous voyez. Et bien, il reste encore une partie qui n'est pas goudronnée. Peut-être qu'un jour ou l'autre, ça va se faire. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chemins comme ça qui n'étaient pas goudronnés. Même le mien ici. Le mien n'était pas goudronné au départ. On a goudronné ça en 55 ou 58. Au bas mot, au moins une dizaine d'années après que j'étais à l'équipement. Et qu'est-ce que ça a changé? Ça a changé que dans des petits chemins comme ça devient dangereux parce qu'il y a beaucoup de voitures qui passent comme ici chez nous. Ils se croient d'être plus courts, de couper, mais qui c'est qui passe beaucoup? C'est souvent des gens qui ne sont pas en règle, des petits camions qui chargent du bois ou des pierres, du gravier. Alors comme il y a souvent le contrôle là, un peu plus bas que Casino, ou bien au rond-point, là ils n'ont pas de problème. C'est pour ça que ces chemins-là, c'est un peu embêtant parce que c'est pas, c'est pas au nombre d'aujourd'hui. Il passe trop de voitures pour la grandeur du chemin. Ouais. Et avant, quand c'était pas goudronné, il y avait moins de monde qui passait? Oui, à ce moment-là, il y a un peu des tracteurs qui ont commencé, mais c'est tout. Moi, je me souviens, là, lorsque je venais là, moi, c'était avec les chevaux. Les tracteurs, le premier tracteur que j'ai acheté avec papa, ça répond à quelle époque ça? 65, hein, au moins, oui, au moins, parce qu'une bonne quinzaine d'années après que j'étais à l'équipement, parce que au départ j'étais avec mon père, mais bon, mon père n'a pas vieilli. Moi, je me suis retrouvé des fois souvent en déplacement et je ne pouvais pas y donner la main. Et on s'est modernisé en achetant un tracteur pour un peu avancer pour les labours, parce qu'on labourait avec 2 chevaux, on coupait quoi? 20-25 cm. Tandis qu'avec un tracteur, après vous en coupez au moins 40, c'est un bisoc. Vous voyez là, et puis c'est jamais fatigué. Tu fais ton plein, tu files. Que les chevaux, ben, ils font comme nous, hein. 8 heures de travail et puis il faut les faire manger. Et oui. Parce qu'en fait, il faut préciser, vous étiez paysan, agriculteur en même temps, quoi. Voilà, mais bon, j'étais à l'équipement, mais j'ai toujours, vous voyez, j'ai encore de la vigne, parce que je me fais mon vin moi-même, je préfère boire mon vin. Et on sait au moins ce qu'on boit. Et bon, même un peu de céréales pour mes poules, voilà. Mais sinon, à l'âge que j'ai, je n'exploite plus, quoi. C'est mon fils qui exploite à ma place. C'est ce qui me permet de faire un compo d'eau de vie, parce que justement, papa m'avait mis une vigne sur mon nom. Et c'était ça, la dernière année, c'était 57, je crois. Oui, si je ne me trompe pas. Et après 57, le privilège n'a plus été donné. C'est pour ça qu'après mon père décédé, j'avais plus d'eau de vie sur lui. Que logiquement, après, la veuve maman a pu faire encore, mais au décès de ma mère, ça a été terminé. Heureusement que moi, mon père m'avait mis le vigne sur mon nom, sinon à l'heure actuelle, je ne pourrais plus distiller. Je ne pourrais pas distiller. Autrefois, tout le monde le faisait, ça, de distiller? En principe, il fallait avoir une vigne, mais c'était un peu... Vous savez, oui, beaucoup de monde distillait. Beaucoup de monde. Je voulais juste revenir sur l'histoire des routes, mais à l'époque, à 45-47, vous avez commencé donc à travailler là. Quand il y avait les grosses orages, les grosses pluies par exemple, oui. nous on voit avec les chemins de terre, bon, ben, ça ravage quoi. Est-ce que c'était le cas? Est-ce qu'il y a des routes là que vous avez goudronnées que finalement une voiture ne pouvait pas passer? Ce qu'on faisait beaucoup, ce qui existe encore, qu'on arrive à le voir,
surtout dans le chemin des plaines. Mais on faisait des barbancades qu'on appelait. Des trucs qui coupent l'eau pour dévier l'eau, pour pas qu'elle ravine le moins possible le chemin. Ouais. Si on revient au temps des Romains, qu'on appelle des fois les chemins romains ou un truc comme ça, eux, ils avaient pris l'habitude de calader les rues, enfin les rues ou bien les routes. C'était pour comment je peux dire, que l'eau n'arrive pas à entamer. Vous voyez, les pierres une à côté de l'autre, empêcher l'eau d'entamer, parce que sinon, dans les endroits en pente, chaque fois des orages, ça partait tout. Vous étiez des grosses équipes au début, là, parce que c'était quasi à la main. Oui, on était une séquelle, parce qu'on faisait lorsqu'on goudronnait à la main, au départ, avant les gravillonneurs, on faisait des tas environ tous les 10 mètres, 2 ou 3 brouettes de gravier que les gars, ils répandaient à la main. Mais le 04, c'est si ce n'est pas le plus grand département de France, avec très peu de monde, énormément de routes. Et finalement, probablement relativement peu de moyens. Je veux dire, le budget des 04, je ne sais pas, est-ce que c'était plus long à faire des routes ici que par exemple dans les Bouches-du-Rhône où il y a quand même beaucoup plus de monde? Mais je pense quand même, les routes là-bas chez eux, là le Vaucluse, j'y passe assez souvent, il y a quand même plus d'argent donné par l'État, ou enfin j'en sais rien comment ça se passe exactement, qu'ici, parce que nous, le département, il est quand même pauvre. Peut-être qu'à l'avenir, lorsqu'il y aura ITER, ça sera peut-être mieux. On aura peut-être plus d'argent, mais à l'heure actuelle, on n'a pas d'usine, on n'a pas grand-chose. Dans le temps, oui, parce qu'on avait les mines, là. Les mines, ça rapportait de l'argent. Est-ce que ça a changé l'importance relative des villes et des villages, les nouveaux axes de circulation? Mais ça a changé, oui, ça favorise quand même beaucoup de monde, parce que beaucoup de monde ont souvent des maisons secondaires ou bien ils viennent en vacances. Oui, bien sûr que ça a changé. Ici, par exemple, aussi sur Man, là on voit devant chez vous, là, il y a quand même pas mal de constructions. Il y a des nouvelles maisons, des villas, ça a beaucoup transformé, non, depuis oui, parce que les gens n'habitent plus pratiquement les vieux quartiers. Comme dans Man, nous, c'était tout habité, ça, dans le temps. Mais moi, je me rappelle, il y a au moins une dizaine de maisons que les gens ont laissé démolir. Tout le monde a présent presque des voitures. Même dans le couple, il y a souvent 2 voitures. Ils sont dans les rues, ils ne peuvent pas garer leur voiture. C'est sur la place. Alors, bon, évidemment, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de voitures que simplement 10 ans en arrière. Les gens vont en campagne, tu arrives, boum, la voiture est devant la maison. Parce que la voiture, c'est beaucoup. Mais lorsque tu amènes du bois, mettons, ou du feu pour le chauffage, un camion ne vient pas, selon dans les rues que c'est. On est obligé de les abandonner par rapport à la vie d'aujourd'hui. Que dans le temps, il passait avec un cheval et une charrette, ça faisait 1,70 m, une machine de 2 mètres, tu passais. Qu'aujourd'hui, 2 mètres, tu ne passes plus. Même qu'une voiture, tu ne peux pas ouvrir la porte le moment que tu veux sortir. Vrai, c'est vrai. Mais ça doit changer pas mal de choses pour la vie du village, parce que je veux dire, à l'époque, les gens étaient très concentrés dans le vieux village. Ça remonte ça du temps de la guerre. Les gens, bon, il y avait des portails, soi-disant, enfin, comme à Dauphin. À Dauphin, il y a encore le portail, mais même à Fort-Calquier, vous avez encore la nuit fermée. Et les gens, ils étaient dedans. Tant pis pour ceux qui étaient dedans. Je me demande même s'il y avait des campagnes à cette époque-là, dehors. Parce qu'ils se battaient de seigneurs d'un à l'autre. Vous avez vu, ça, c'est l'histoire de France, non? Et ouais. Mais je veux dire, les gens, ils ont dû se voir plus facilement. Je veux dire, il y avait les voisins, bon, bah, on se retrouvait sur la place, ou je sais pas quoi. Maintenant, les gens, ils sont assez écartés, quoi, à chaque maison. Il y avait, je pense, une meilleure amitié. Une meilleure amitié parce que moi, je vois quand j'étais quand même jeune, bon, on avait 2-3 chevaux. Mais selon les gros travaux qu'on faisait, on se donnait la main avec un voisin. Ça se fait toujours, attention, il faut quand même. Mais on est quand même plus individuel. Parce qu'on peut se permettre d'avoir un gros tracteur, de faire son gros travail. On a tous des machines. À cette époque-là, il n'y avait peut-être pas l'argent nécessaire pour acheter tout ce matériel. Alors on se donnait la main. Oui. Moi, je me rappelle, on avait acheté une lièvre avec papa.
eh bien on allait faire quelques heures chez les uns et chez les autres, qui ne pouvaient pas se permettre d'avoir une lieuse. Ils auraient peut-être pu l'acheter, mais ils n'avaient qu'un cheval ou deux. Et comme il fallait trois chevaux pour traîner une lieuse, il fallait qu'ils voient quelqu'un pour se donner la main. Et c'est pour ça qu'on n'avait plus de familiarité, il me semble. Et c'était payant, ça, quand vous alliez avec la lieuse? Non, on se rendait le temps. On avait confiance aux gars. On faisait des goûters ensemble, on mangeait. Il y avait peut-être une meilleure ambiance qu'à l'heure actuelle. Meilleure ambiance. Entre agriculteurs, je pense. Mais à Man, j'imagine, comme beaucoup de villages ou des villes ici, il y a aussi un pourcentage de la population maintenant qui habite très peu de semaines dans l'année ici. On voit beaucoup de maisons avec les volets fermés quand même. Hein. Je veux dire, ça veut dire que soit c'est des maisons qui ne sont pas habitées, ou alors c'est des gens qui ont acheté mais qui ne viennent pas toute l'année. Voilà, oui, vous en trouvez quelqu'une comme ça. C'est pas quand même un gros pourcentage, mais si, ce que vous dites, c'est réel. C'est réel. Ouais. Mais quand même, ce que vous décrivez, ça tourne beaucoup autour de la voiture et de la circulation. Vous avez fait les routes, mais c'est vrai que ça a complètement changé parce que ça a amené la circulation automobile. Oui, c'est exact. Et oui, mais dans le temps, les gars qui se déplaçaient, c'était à cheval, des diligences. Moi, j'ai toujours entendu dire mon grand-père, il était natif de Lachaux. Lachaux, c'est un petit pays en bordure de nous autres, dans la Drôme, là. Le Banon, Revez-du-Bion, le col de la Pugère, je connais ça comme sur ma poche, ça a tellement tombé de partout. Vous tombez dans la Drôme et lorsqu'on retombe sur la vallée du Charbon, justement, parce que c'est la première chose, après c'est la vallée du Buèche, mais il tombe toujours à Sisteron, on met de l'autre côté de Sisteron. Eh bien, lorsqu'il venait à Man, puisqu'il s'était marié à Man, il venait avec son sac, il mettait 2 jours pour venir à Man, à pied. À pied. C'était le moyen de locomotion à ce moment-là, attention. Fernand Morenas n'a pas seulement sillonné la région avec sa goudronneuse, tourné la terre sur sa ferme, mais il a aussi extrait le charbon dans la mine à Sigance qui a fermé dans les années 60. Moi, j'ai travaillé 3 ans à Sigance, mais c'était un beau travail, c'était dangereux. C'était un beau travail C'était un beau travail parce que sur 8 heures qu'on faisait, on travaillait 7 heures. Mais c'était quand même pénible parce que les genoux, la taille elle faisait 1,20 m, ça fait à peu près cette hauteur. Et vous marchez toujours à genoux là-dessous. Hein. Toujours à genoux, pelotier à genoux, marteau-piqueur à genoux tout le temps. À part dans les galeries, mais la galerie, ce n'était pas nous qu'on en faisait, il y avait une certaine équipe qui faisait la galerie, la tête de taille et le bas de taille, parce que c'est en pente. Et le charbon, on l'envoyait dans un couloir qu'on appelle, c'était comme un genre de cuvette qui marchait à l'air comprimé. Et on mettait le charbon là-dedans et ça coulait dans les wagonnets en bas. Et après, les wagonnets dans la galerie, les sortaient dehors, soit par le puits, soit par des nivellations. Et là, il y avait un mélange entre Français, voilà, comme vous. Ouais, et parce qu'on a rencontré, il y a le père d'Ali qui a travaillé là-bas, qui est algérien. Oui, donc. Il a travaillé avec son père. Oui, il a travaillé avec son père. Oui, il était au câble, lui, le cher. Il était dehors, il remplissait les bennes, il mettait la benne dessous, ça marchait sur un câble aérien, et ça les vidait en bas à l'hangar de l'URSS. Ouais. C'est 5 km. Hein. Et bien ça traversait la colline, hein, par des montées et des descentes. Il y avait un gars de Pierre-Rue, qui tous les jours, lui, partait de l'URSS en bas, il montait au pylône pour graisser les roues, que le câble courait dessus. Quand il arrivait à la cime, il en avait pour la journée. Le lendemain matin, il recommençait. Et avec sa pompe à graisse, monter au pylône, graisser. Qu'il pleuve ou qu'il vente, qu'il neige. Il avait un vêtement de pluie.
Le soir, quand il devait rentrer chez lui, il devait en avoir. Quand il faisait beau temps, c'était rien, mais il y a des jours qui ne devaient pas rigoler, c'est moi qui vous le dis. Et pour vous, ça s'est bien passé en général entre tout le monde qui travaille à Sigance, les gens qui sont venus d'Algérie, il y avait apparemment des Espagnols, des Italiens, des Russes. Oui. Il y avait un peu toutes sortes de races, de monde, attention. Mais le plus quand même, c'était des gens de parlant. Parce que le bois d'Asson, il a fermé avant Sigance. Et il y a beaucoup de jeunes du bois d'Asson qui ont été à la mine de Gordes à Manosque, qui est ouverte encore assez longtemps après, et d'autres qui sont venus sur Sigance où on a pu les embaucher. Puis après, petit à petit, ça a tout fermé. Quand tu as une bonne équipe de travailleurs, ça va. Il ne faut pas qu'il y ait des tirs au cul, comme on dit, oui. Parce que sinon, nous, je vais vous dire, Ali peut vous le dire, enfin, son père, ils étaient 3 ou 4, dans l'équipe, comme nous à la taille, on était 11 ans, pratiquement. Chacun, il avait, selon sa force, il prenait 2-3 mètres de longueur, oui. Parce que tous les jours, on mesurait l'avancement qu'on faisait. Alors, un jour, on avançait, mettons, de 1,20 m. Le lendemain, si c'était, mettons, s'il y avait eu des panneaux de courant, de quelque chose, ou une emmerde quelconque, de l'eau. Parce que des fois, il y a de l'eau. Alors, travailler dans l'eau, c'est pas rigolo, hein, attention. Mais tous les jours, il y avait des carrés qu'on appelait. C'était des morceaux de bois qu'on mettait un sur l'autre pour tenir la taille, pour tenir le plancher, le rocher. Que dessous, il y a le rocher, dessous, il y a le rocher. Et lorsque ça ne tombait pas, on le faisait tomber à la mine, on le faisait exploser. Parce que ça faisait trop de tonnage comment je peux dire, de terre végétale dessus jusqu'en haut au sol, mettons, qui était en suspens. Et ça risquait de se couper à ras du charbon. Et là, vous vous faisiez écraser. Alors donc, tous les jours, au bout de 8-10 mètres, 15 mètres, si ça n'avait pas tombé, on faisait tomber à l'explosif. Et le puits, il y avait le puits aussi dessous, là, comme ils appelaient. En haut, ils appelaient la taille de la sourde. Je crois que la sourde, attendez un peu, mais elle avait son nom. C'était une dame qui extrayait le charbon en haut-dessus, presque à ciel ouvert. Et elle vendait son charbon pour se faire des sous. Vous voyez si elle devait être malheureuse, cette pauvre femme. Il n'y avait pas de tension entre les gens. Non. Je vais vous dire là, c'était un travail dangereux. Et on était tous vraiment collègues. Et parce que, attention, fait moi pas particulièrement, mais avec d'autres collègues, on a sorti un gars de mon âge, Yvon Roche, il s'appelait. Il a été écrasé entre une benne et un pylône. Malchance. Et puis là-bas, il n'y a jamais eu de coup de grisou. Mais par contre, là au Bois d'Asson, il y a eu 1 ou 2 coups de grisou, sûr. Et je crois que je ne sais pas, c'est pas s'il y a 6 ou 7 morts qui avaient eu, attention. Et bon, mais ma foi, mais là, il y avait du charbon, là, attention. Il y a des belles couches de charbon, là. Les plus belles couches de charbon sont dans les prés et la Manne. Quand ils ont fait du forage pour chercher du pétrole, du pétrole, il y a... Oh putain, ça remonte au moins pas hier, ça. Ça remonte au moins à 35-40 ans, attention. Mais on voit les couches de charbon. Les plus belles sont là, en face de la zone industrielle, là. 4 mètres de hauteur. 4 mètres de hauteur, vous voyez? Ça donne envie d'y aller? Non, mais on a un peu les richesses qu'on a dans le sol et qui sont pratiquement perdues. Parce que le peu de charbon qu'on utilise à présent ici, chez nous en France, il vient de l'étranger, attention. Hein, c'était bon le charbon. Nous, ils nous en donnaient, Ali peut vous le dire. On avait droit, je ne me rappelle pas, à 1500 ou bien 2 tonnes à peu près de charbon par an. Mais bon, tu brûlais moins de bois. Tu mettais le soir avant de te coucher, je ne sais pas, moi, la valeur de la moitié de votre sac, là, 2 ou 3 kilos de charbon. Tu mettais un morceau de bois, le lendemain, il n'y avait plus rien. Tandis que tu mettais du charbon, le lendemain, tu ouvrais un peu, tu grattais, là, ça faisait chauffage continu. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez arrêté de travailler à la mine parce que c'était fermé ou parce que vous avez envie d'arrêter? Je suis parti avant parce que mon corps ne supportait pas ça. Je faisais que saigner du nez.
Je passais pas une semaine sans saigner du nez, puis alors attention, je suis tout creux là-dedans. On m'a tout brûlé. C'est pour ça qu'à présent, je sens, quand je sens quelque chose, il faut que ça sente bien mauvais ou bien bon pour que je sente. Sinon, selon ce que c'est, ça rien du tout. Dans le passé, on trouvait dans des départements comme les Alpes d'Haute-Provence de nombreuses mines. Certaines étaient suffisamment importantes pour qu'elles laissent des traces dans le paysage et dans la mémoire collective. C'est le cas des mines de charbon à Bois-d'Asson sur la commune de Saint-Mème, à Gaude près de Manosque et à Sigons. D'autres, bien plus modestes, sont tombées dans l'oubli, comme la toute petite mine qui se trouvait sur le territoire de Man, près de la route qui longe le lac de la Laye. J'avais travaillé un peu là, à Man, lorsque, après la guerre, ça s'était ouvert aussi, oui, là au barrage. Il y avait une mine de charbon ici aussi, qui avait été ouverte à la guerre de 14. Ah oui. Quand vous allez retourner chez vous, si vous passez par le 950 là, lorsque, en face le barrage, il y a un chemin qui monte dans le bois à votre droite. Ça s'appelle Saragouan. Eh bien, il y a un chemin qui monte là. Au bord du chemin, vous montez doucement, en voiture, vous le voyez. Vous avez encore la forme de deux galeries qu'on sort sur le charbon qui se sont effondrées. Ouais. Jusqu'à quand? À la guerre de 40, ça avait été encore ouvert. Et ça rapportait de l'argent. Comme à Sigos, que j'ai travaillé 3 ans, ou bien là, au Bois-d'Asson, qu'ils sortaient des tonnes de charbon en pagaille. Il y a rien du tout, un petit centime de pas grand-chose par tonne. Mais à longueur de l'année, vous vous rendez compte de l'argent que ça donnait? Ça faisait un peu comme Villeneuve. La Villeneuve, ils ne savent pas. Nous, on y allait à l'automne, goudronner chez eux. Et bien, c'était la neige l'hiver qui nous faisait retourner ici à Foralquier. On a goudronné des chemins qui viennent là sur la carrière, tandis que nous, ici à Foralquier, ou à Man, on goudronne les chemins quand vraiment on ne peut plus faire autrement ou qu'on a un peu de l'argent d'avance, sinon on ne le fait pas. Mais pour les mines, ça c'est extrêmement important, les routes, parce que moi je rappelle, on a parlé par exemple sur le mine de Saint-Mème, Bois-d'Asson, il y avait une partie qui venait par exemple pour la briqueterie à Liman. La plupart, ça allait pour Saint-Auban, pour Saint-Tulle, mais donc il fallait amener des quantités importantes de charbon de droite à gauche. Oui, mais là, vous en voyez encore la cheminée, quoi que ça moitié démolie. Du Pérolati, moi j'ai bien connu le grand Pérolati, Latil, je dis Lati, parce que, excusez-moi. Mais c'est à l'embranchement de Liman. Vous la voyez, l'ancienne usine. Il faisait des tuiles, le père Latil. Des tuiles et des briques. Il allait chercher l'argile. Il traversait la Laye. Il y a des trous là-bas. Il me l'a fait voir, le père Latil. Il me dit, en parlant en provençal, il me disait, Anna vous sarka la terre là. Mais il y allait avec les chevaux et à la main, l'argile. Ils avaient rien d'autre comme locomotion, attention. Et alors ils piochaient, ils chargeaient ça. Arrivé ici, ils mettaient ça dans leur jarron de pétrin. Ils le broyaient. Et après, pour faire les tuiles, les briques. Mais je crois que le charbon qui venait de Saint-Mème pour la briqueterie, ça venait au début, en tout cas, c'était à cheval et charrette. Hein. Ah oui, c'est exact. Et bien oui, les transports se faisaient tous comme ça, à cette époque-là. Au moulin, parce que des moulins, il y en avait tout le long de l'Aille. Vous commenciez par Pangon. Ici, il y avait le Parère. Il y avait les derniers, c'était Bec. Après, il y avait Garceran.
Après, il y avait Vincent, là, au Roc. Oui, où on a changé la route de place. Oui, la carrière, par exemple. Du côté droit, il y avait un moulin. Moi, je me suis toujours demandé, est-ce qu'il y avait plus d'eau dans ces ruisseaux, enfin ces petites rivières ou pas? Il pleuvait davantage, mais chacun, il avait sa retenue. Sa retenue, et puis il s'envoyait l'eau d'un à l'autre. La Pangon, il ramassait l'eau qui vient de Saint-Étienne. Il devait la renvoyer dans la Laye, ou peut-être au moulin bas, là où Trouchet. Vous voyez comment monter la montée là? Peut-être au moulin bas. Et bon, mais nous autres ici, moi je me rappelle, le premier, c'était là-bas au Parère, ils prenaient l'eau, bien sûr. Ils devaient faire marcher leur truc qu'ils avaient, quoi. Et puis après, d'un canal, il a renvoyé plus dans la Laye. Les autres, plus bas, avaient leur prise aussi, mais récupéraient l'eau de l'autre. Vice-versa, jusqu'en bas chez Bouffier, tout ça, tout le long. Bon, après, il y a eu le roman Moment, ça a tout disparu, ces choses-là. À quel moment les moulins ça a travaillé jusqu'à quand? Les moulins, ils ont travaillé, attendez un peu. Le dernier qui a travaillé, c'est Laurent, en Balogier. Ils ont arrêté 1 an ou 2 avant. Là, il faudrait voir madame fait sa veuve. Vous dire exactement quand est-ce qu'il est mort, mais ça remonte à. Oh là là, je risque de dire des bêtises, mais au moins 25-30 ans. Hein. Parce qu'ils ont tout vendu le matériel qui était dedans. Comment je peux dire, il était peut-être plus aux normes. C'était peut-être plus rentable. Et puis, d'autres moulins se sont plus perfectionnés. Ils ont croulé les autres. C'est comme un gros paysan, il croule un petit. Vous dites que le remembrement, ça a changé aussi beaucoup? Le remembrement, ça a été aussi un bon. C'est seulement, ils ont fait ça, surtout pour l'arrosage après. Parce que, comment je pourrais dire, dans chaque coin de terre, il y a 2, 3, même 4 prises d'eau. Pour, si on met, mettons, dans ce carré, bon, une va arroser là, l'autre elle va arroser là, vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'était très morcelé. Alors, et le remembrement vous a changé des endroits de terre. Moi, j'ai des terrains, un endroit que du temps de mes parents, on n'en a jamais eu. Mais on nous a mis là, on a été obligé d'accepter. Hein. Ouais. Juste une question pour revenir sur les moulins. Ils travaillaient toute l'année ou c'était juste sur 2-3 mois? Toute l'année. Ils stockaient du grain chez eux s'ils pouvaient, qu'ils achetaient directement aux producteurs, à un paysan. Et sinon, quand ils n'en avaient plus, puis ils allaient au silo. C'est pour ça qu'à Posen, ça se met tout au silo. Regardez à Forestier, il y avait un silo. Mais c'est-à-dire qu'il y avait assez d'eau toute l'année pour tourner le moulin? Oui, oui. C'était une roue, ça. C'était une grande roue avec des planches. L'eau en tombant dessus faisait tourner ça. Ça faisait tout tourner. Oui. Moi, j'ai connu le moulin de Délesty, ça a été une des derniers, la Rayane. Il avait monté une turbine, il y fallait peut-être 20 fois moins d'eau. C'était une chute comme ils font pour l'électricité. L'électricité, c'est pareil. Donc ici, chez nous, j'en vois pas de chute. Mais si, quand même, le canal, là, Sainte-Tulle, tout ça, c'est des turbines. Hein. Ils canalisent l'eau, qui descend de 20 ou 30 mètres de nivellation, dans un tuyau qui n'est peut-être pas plus gros, mais la force que ça fait, ça tourne tellement vite, c'est ça qui fait le courant, hein, attention. Alors, là, les moulins, c'était pareil. Ils faisaient tourner leurs moulins avec leur truc. Si on regarde les vieux moulins d'huile, mettons, ou les orillas, quand il y en a plus... Les orillas, je vais vous expliquer ce que ça c'est. C'était une grosse chaîne, avec des godets, un dessus l'autre, qui descendaient dans le puits, et qui remontaient. Et il faisait tourner ça, vous savez avec quoi? Avec un renvoi d'angle, si on peut dire, pignon qui se monte là. Et on attachait un cheval autour, et il tournait autour, c'était lui qui faisait tourner. Vous voyez ce que je veux dire? Les moulins d'huile dans le temps, si vous allez, mettons, à l'URSS, là, ils vous font voir le moulin qui existe depuis, qui est encore, il ne marche plus, attention, mais qui a marché peut-être il y a encore 2 ou 300 ans. C'était, d'après ce qu'il dit, le nouveau propriétaire, enfin, qui a acheté le local, pratiquement. Il le faisait tourner avec un mulet.
avec un mulet, parce que le mulet était déjà un peu moins gros qu'un cheval, ou alors il a fallu un cheval un peu plus petit, pour avoir l'espace pour pouvoir tourner en rond autour de son machin où il écrasait les olives. Et ouais. Mais est-ce qu'il n'y avait pas des gens à l'époque, quand on a commencé à faire les routes, donc il y a des camions qui pouvaient circuler. Donc en fait, c'était quelque part la mort des briqueteries, des petits moulins, parce que finalement, à Limans, par exemple, pour avoir une tuile, c'était tout près. Mais sinon, il fallait aller avec un cheval, je sais pas quoi, jusqu'à Manosque. Donc. Oui. Moi, je suis été chercher de la chaux à Sigonce. À Sigonce, il y avait l'usine de chaux. Comment c'est que ça s'appelle? Oh putain. Attention, ça remonte aussi, c'est pas hier ça. Ça remonte, j'avais 20 ans. L'usine à chaux qui est quand on va sur mon lot, elle se trouve en haut à gauche. Eh bien, ça a fermé bien quelques années avant. Oui. Mais on allait avec les chaux, on n'avait pas d'autres moyens. Bien obligé avec les charrettes. J'en reviens à tout à l'heure. Ils avaient une charrette au moulin. Ils mettaient 3 chevaux, tenez-vous bien. 3 chevaux. Ils mettaient environ 2,5 tonnes sur la charrette. Vous vous rendez compte, 2,5 tonnes traînées par 3 chevaux, ce que ça représentait? Mais ils avaient les roues de charrette, alors attention, on les a faites pour eux, parce qu'à ce moment-là, c'était pas goudronné, c'était dans les chemins. Donc il fallait quand même 3 chevaux qui aient pas 3 petits chevaux à faire de la selle. Hein. Attention, il fallait des chevaux peut-être d'une tonne, vous voyez, pour traîner ça. Et les chevaux qui mangent beaucoup quand même, hein? Ah ben, y avait des relais comme la Garde de Dieu, à Souriane. Il y avait, moi je me rappelle pas, mais enfin de l'avoir entendu dire, à la Bastille des Jourdains. Les mecs qui partaient, et justement, lorsqu'ils descendaient de la farine sur Marseille, tenez-vous bien, vous voyez partir avec des chevaux, mais aller à Marseille à cheval, hein, eh bien, ils partaient avec leurs chevaux, eux, là, ils allaient jusqu'à la Bastille des Jourdains. À la Bastille des Jourdains, ils changeaient de chevaux, les siens restaient là, ils prenaient des chevaux qui étaient frais, pratiquement qui n'avaient pas travaillé, ils allaient jusqu'à peut-être Aix, ou je ne sais pas, plus bas, elle n'en parle pas. Et puis, ils laissaient encore ces chevaux-là, ils repartaient avec d'autres, et lorsqu'ils remontaient avec les chevaux qu'ils avaient pris la moton sur Aix, ils laissaient cela, ils prenaient les autres, et lorsqu'ils arrivaient, mettons, à la Bastille des Jourdains, ils reprenaient les leurs. Ils laissaient les chevaux de la Bastille du propriétaire, mettons, de la Bastille des Jourdains, et après ils arrivaient chez eux avec leurs chevaux. Et ils repartaient à la nouvelle demande, mettons, encore de farine, qu'ils avaient encore, mettons, un voyage de farine à les vendre. Ils partaient avec leurs chevaux, ils faisaient le même cinéma. Le même cinéma. Moi, je voulais demander une chose encore sur le village de Man. Je veux dire, j'imagine dans le passé, je veux dire, avant c'est pas moi, les années 70, disons, oui. Il y avait des familles très importantes ici. Je veux dire, un peu les clans, quoi, les familles importantes qui étaient là depuis très longtemps, qui étaient importantes dans le conseil municipal sûrement, qui peut-être avaient la mairie, etc. Et après, il y avait petit à petit quand même l'arrivée dans les années 70 de ce qu'on appelle les néo-ruraux, il y avait des gens qui arrivaient. Alors ça a dû quand même changer un peu le vie du village et même aussi du conseil. Je veux dire, ces vieilles familles avaient un peu moins, non C'est-à-dire que petit à petit, je vais vous dire, moi, qu'un natif d'ici, que je vois ce qui se passe dans Man, eh bien, tout à l'heure, on est dans les 1500 habitants que nous sommes 30-35 familles, des gens vraiment originaires du village. Vous m'excuserez, mais moi je dis c'est des parachutés, des gens qui viennent d'ailleurs, qui sont venus ici, des braves gens, attention, qui se sont établis ici, qui travaillent soit d'une chose, soit de l'autre. Mais ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup moins de monde à Man, au fond, que vous connaissez. C'est-à-dire que la guerre en a fait partir beaucoup. Et d'autres ne sont jamais plus revenus, même qu'il y ait des enfants, parce que le Français, il vient beaucoup orgueilleux, il me semble. Vous voyez, nous on a acheté une maison là dans le bois là-dessus là,
Eh bien, le monsieur, j'ai pas honte de le dire, c'était nommé Michel, il s'appelait. Eh bien, il avait qu'un fils. Sa femme est décédée, un peu cher. Eh bien, finalement, il en a eu marre. Pourquoi? Parce que déjà, son fils, Man, quand il était minot, il venait parce que le père et la maman venaient. Mais sinon, il ne serait pas venu. Et puis, lorsqu'il s'est marié, que la maman est partie, le papa, un peu fatigué, il venait volontiers, parce que Man, il venait à la chasse, on est allé chasser souvent ensemble. Mais il venait moins. Mais le fils, Man, c'était... Il fallait aller dans les pays de neige, hein, beaucoup plus beau qu'ici chez nous. Ici, Man, il n'y a pas grand-chose. Alors, vous savez, pendant les jeunes, regardez pour les fêtes. Vous allez à Saint-Étienne, j'y suis été moi un peu le samedi soir, là. Mais il y avait beaucoup du monde, mais il n'y avait presque personne qui dansait. Mais les gens, ils vont danser en boîte. Ils préfèrent aller donner 15 ou 20 euros, mais d'aller en boîte, à s'étouffer, et plutôt que là, que c'est gratuit. Pourquoi? Mais ici, je veux dire, il y a quand même les gens qui ont envie de venir à Amman. Et pas Oui, que oui, bien sûr. Attendez, pas que à Amman, mais ailleurs. C'est quand même des gens qui achètent aussi très cher. Il y a un problème de ce qu'on a dit, la spéculation. C'est très difficile pour quelqu'un d'ici qui n'est pas richissime de finalement souvent acheter un terrain ou une maison. C'est-à-dire que ça devient très cher. Avec le coût d'ITER, là, c'est la catastrophe. Avec le coup d'ITER, il y a un périmètre là, d'au moins 50 km que les gens ils s'imaginent qu'ils vont vendre. Quoi qu'ils annoncent qu'il va venir beaucoup du monde. Hein. C'est en bonne voie. J'ai l'impression que ça se fait et presque sûr ça va se faire. Alors les gens ils attendent. Si ça vaut mettons 40 sous, on va demander 10 francs. Moi je plains le jeune, après un mouton comme vous seriez un couple là, qui veut venir s'installer par ici, que tu ne peux plus acheter un terrain. On même plus. J'ai mon petit-fils, moi, il habite à Liman. Pourquoi? Parce qu'à Man, il n'a pas trouvé une petite maison pour lui. À Liman, vous trouvez, parce que c'est déjà plus loin. Et pourtant, il fait la navette tous les jours avec sa voiture. Vous voyez pourquoi? Parce que, en allant sur Manosque ou Vols, c'est pareil, tu trouves aucune maison. À Forêt, tu en trouves un peu. Peut-être à Pire-Rue, on trouve peut-être mieux. Enfin, mieux. Mais à Man, on ne trouve rien. Essayez de trouver une maison, vous verrez. Sur les terres de Fernand Morenas à Man, il y a plusieurs bories, ces fameuses constructions en pierre sèche. À quoi ont-elles pu servir? Je pense, moi, que dans le temps, les gens étaient tellement malheureux qu'ils marchaient à pied. Mais comme aujourd'hui, il venait travailler ici. Il habitait le village. Il pleut. Ou il mangeait. Parce que beaucoup, ils partaient le matin, ils portaient de quoi bouffer un peu à midi, et le soir, ils rentraient chez eux. Pourquoi? Pour non faire 1 ou 2 ou 3 ou peut-être 5 ou 6 km à pied. Il n'y avait pas de voiture. Le mec, il marchait, il faisait un cabanon, quitte même d'y coucher. J'ai fait un peu j'avais travaillé un peu avec un exploitant forestier dans l'Huron. Les gars qui coupaient le bois en ont resté sur place. Ils faisaient un trou dans la terre, des morceaux de bois, 4 toiles dessus, ils couchaient là. Ils vivaient là. Je me demande, parce que l'été, ils faisaient des charbonnières. La charbonnière, c'était du charbon de bois. On n'utilise plus ça pendant le charbon de bois. Mais à certaines époques, on en utilisait beaucoup, le charbon de bois. Et c'était le bois, on le faisait brûler dans des gros sacs. Ils mettaient de la terre, ça brûlait pendant peut-être une quinzaine de jours. Oui, moi, je ne l'ai pas fait, hein, mais je l'ai vu faire. Mais il n'y avait pas de feu. Il n'y avait pas de feu comme il y a actuellement. Et pourtant, combien qu'ils en faisaient des charbonnières on voit encore, ils faisaient un endroit plat pour faire leurs charbonnières, vous voyez, tout à la main, dans des travers comme ça, qui a presque des difficultés à marcher. Il n'y avait pas de feu, de forêt. Actuellement,
Le jour qui fait vent, c'est un endroit, c'est à l'os, il y a des feux. Mais les 3/4, c'est fait volontairement, hein, attention. Hein. Vous voyez, moi je me rappelle la famille à Térébento de Cruz, là. Il y avait le père et la mère, il y avait les jeunes filles, enfin leurs filles, et il y avait 3 garçons. On leur montait le lundi matin, des fois on les montait eux, mais enfin ils restaient presque sur place. On y montait des barriques de 200 litres d'eau. Ils se lavaient avec cette eau-là, ils buvaient cette eau-là. Ils faisaient tous les jours la soupe ou bien faire cuire quelque chose parce que le gars, ils ne connaissaient pas ça. Mais attention, je parle de 50 ans, hein, je ne parle pas de hier. Là, hein. Eh bien, il y avait du feu continuellement dans la colline. Il n'y avait pas de feu de forêt. Et comment ça se fait que vous êtes allé voir ça, vous? Parce que j'ai travaillé avec. On goûte le vin d'orange. Je l'ai mis exprès pour vous. Hein. Ou bien vous préférez le pastis? Non, mais moi j'ai bien. Le vin d'orange, oui. Allez, d'accord. Il a une belle couleur, votre vin d'orange. Oui, je le fais avec le vin blanc. Mon vin à moi. À la santé. Allez, Santé. santé. Qu'on se retrouve dans X années encore. Vous êtes encore jeune, mais moi, pitié.